Le roi des zones, écrit par Hans Christian Andersen, lu par Armen pour Audiocité.net. Deux gros lézards couraient un soir en sens inverse dans le creux d'un vieux saule qui se trouvait au bord du ruisseau au milieu de l'Aulnay. Ils se heurtèrent et reculèrent effrayés. Puis ils se reconnurent et entamèrent un bout de causette. Ils se comprenaient bien, ils savaient la langue des lézards. « Quel remue-ménage !» dit le premier. « Quel bruit il y a dans la colline qui recouvre le palais du roi des zones. Voilà 2 nuits que je ne puis fermer l'œil. J'aimerais presque autant avoir mal aux dents, alors aussi je ne dors pas. Mais alors je ne me fais pas de mauvais sang, je ne me fâche pas contre les autres. » « Oui, il se passe quelque chose, » dit le second lézard. « La nuit, la colline se soulève, et jusqu'au champ du coq on la tient en l'air, soutenue sur 4 trompins en rouge. C'est, je crois, pour y faire entrer l'air embaumé des marins. Et les filles du roi ont appris de nouvelles danses. Pourquoi donc tout cela? » « J'en ai causé, » reprit l'autre, avec un ver de terre de ma connaissance. Il habite la colline et se faufile un peu partout. Il ne voit rien n'ayant pas Dieu, mais il a l'oreille fine. Voici ce qu'il a entendu. Au palais, ils attendent des étrangers, de nobles étrangers, qui, il n'a pas voulu me le dire. Tous les feux follets sont commandés pour la retraite au flambeau. Les richesses en or et en argent, on les nettoie, on les polit pour qu'elles brillent bien au clair de lune. Et l'on entendit des susurrements, des chuchotements et autres bruits étranges. Toute une bande d'autres lézards effarouchés accourent. Et ils se demandaient, quels peuvent être ces visiteurs, pour lesquels on fait tout ce tapage d'enfer. Tout à coup, la colline s'entr'ouvrit, et l'on vit paraître une vieille princesse, parente éloignée du roi des zones. Elle dirigeait le ménage. Sur le front, elle portait en ferronnière un cœur en ambre. Elle trottait, elle courait, trip-trap, trip-trap. C'est qu'elle avait un long chemin à faire. Elle allait au bord de la mer pour trouver le corbeau des nuits, le mauvais esprit qui avait été chassé la veille du vieux château qu'il hantait et qui avait été banni pour 1000 ans sous cette forme. Elle le rencontra qui croissait sur une falaise et lui dit « Vous êtes prié d'assister la nuit de demain à une grande fête chez le roi. N'auriez-vous pas l'obligeance de vous charger de porter quelques-unes de nos invitations? Ce sera splendide. Nous aurons des hôtes de la plus grande distinction. Une dizaine de magiciens au moins. »« Eh bien, qui dois-je inviter ?» dit le corbeau. « Pour le grand bal, on laisse rentrer un peu tout le monde, même les hommes, c'est-à-dire seulement les somnambules. Mais pour le dîner, nous ne voulons que l'élite de la société. Moi, je pensais qu'on ne devait même pas faire convier les simples revenants. Je ne voulais que des spectres qui ont joué un rôle dans l'histoire. En premier lieu, il nous faut le roi de la mer et le roi de la vase avec les princesses, leurs filles. Ils ne doivent pas aimer venir à terre où il fait sec, mais on s'arrangera pour qu'ils se trouvent dans leur élément. Dans tous les cas, on tiendra leurs sièges humides. Puis nous aurons les démons de première classe à cœur recourbé, la mandragore et le cheval des morts. »« Ouah, quoi ?» fit le corbeau, et il s'envola pour s'acquitter de la commission. Le cheval des morts, d'après un usage superstitieux provenant du paganisme en Danemark autrefois, quand on construisait une église, on enterrait un cheval vivant dans les fondations. Le spectre de cet animal, disait-on, allait chercher l'âme des morts. Pendant ce temps, les filles du roi répétaient les pas de danse qu'on venait de leur enseigner. Elles se drapaient dans leurs châles tissés de brouillard et de lumière de la lune. La grande salle d'honneur avait été magnifiquement arrangée. Les murailles frottées avec de la graisse de sorcière reluisaient comme des feuilles de tulipes. Dans la cuisine, on préparait des ragoûts de crapauds et de couleuvres. Des centaines de grenouilles étaient prêtes à être mises à la broche. On arrogeait des rôtis de limaces, des salmis de colimaçon et de sangsue.
On épluchait une salade de nénuphars et de gros champignons rouges, dont une bouchée aurait suffi pour tuer l'homme le plus fort, dès que le roi devait servir d'assaisonnement. La reine des tourbières avait envoyé une bière qu'elle avait brassée elle-même. Parmi les desserts se trouvaient des clous de cercueil rouillés. Le vieux roi des Aunes avait fait nettoyer à fond sa belle couronne d'or. C'était dans le palais des allées et venues continuelles. On balayait, on récurait jusqu'au moindre recoin. Maintenant, dit la princesse, il ne reste plus qu'à brûler des parfums. Allez me cueillir des crins de cheval et des plumes de cygne. Dis donc, petit père, s'écria la plus jeune des filles du roi, ne pourrais-je pas savoir maintenant quels sont les nobles étrangers que nous allons fêter? Eh bien, répondit sa majesté, je vais satisfaire ta curiosité. Il s'agit de marier deux de tes sœurs. Elles doivent épouser les fils du vieux gnome des monts de Dovre, en Norvège, qui possède tant de profondes cavernes et une mine d'or si riche que les hommes ne découvriront jamais. C'est un joyeux et brave compagnon, le vieux gnome. Nous tutoyons. Je ne l'ai pas vu depuis le temps où il vint ici dans le voisinage, célébrer sa noce avec la fille du roi des falaises de Meun. En avons-nous bu alors nous deux des tonneaux d'hydromel qui provenaient d'un grand navire échoué sur la côte? Que je désire donc revoir ce gai gaillard, la crème des honnêtes gens. Ces deux garçons, dit-on, sont assez mal élevés. Ils n'ont pas les manières les plus convenables. Ils ont un peu trop fréquenté les fils des hommes, mais ils sont encore jeunes et ils pourront se corriger. Et quand arrive-t-il? Demanda l'aîné des princesses. Je les attends pour ce soir, reprit le roi. Mais cela dépend du vent et de la marée. Je pensais qu'ils prendraient la poste et qu'ils voyageraient sur un char tiré par des dauphins, comme les dieux et esprits de la mer. Au lieu de cela, comme de vrais gnomes, ils ont été se fourrer à fond de cale sur un navire que les tempêtes peuvent retarder longtemps. Tout à coup, on vit apparaître dansant et sautillant deux feux follets. « Les voilà, s'écrièrent-ils. « Passez-moi ma couronne, dit le roi, et plaçons-nous en rond au clair de la lune, comme il convient aux esprits de la nuit. » Les princesses s'enveloppèrent de leurs châles diaphanes et s'inclinèrent gracieusement devant leurs augustes hôtes. Le vieux gnome de Dovre portait aussi une couronne. Elle était faite de glace taillée avec art et de pommes de pin. Il était revêtu d'une peau d'ours blanc et il avait d'énormes bottes fourrées. Ses fils allaient le cou nu et étaient en bras de chemise comme des portefaix. On aurait dit des gnomes de commun, sauf que leur bonnet pointu avait assez bon air. « C'est là ce qu'ils appellent ici une hauteur, dirent-ils en regardant la colline. En Norvège, nous appelons cela un nid de fourmis. Allons, tenez votre sotte langue, dit leur père. Et il alla saluer la princesse et embrasser son vieil ami, le roi des Aunes. Après qu'on eut admiré et loué les merveilles du palais, on se mit à table. Les personnages aquatiques, le roi de la mer, le roi de la vase et leur famille, avaient été placés dans de grandes cuves pleines d'eau, et ils y barbotaient à l'aise. Le festin se passa fort bien. Les mets furent trouvés exquis. Il n'y avait que les deux jeunes gnomes qui troublaient de temps en temps la joie par des farces incongrues. L'un prenait sa cuillère avec ses doigts de pied, l'autre buvait dans sa botte et caressait ensuite avec une pomme de pin le nez de sa voisine. Leur père les grondait, mais ils recommençaient toujours. Lui, le vieux Boudovre, il plaisait à tout le monde, comme sa conversation était intéressante. Il parlait avec tant d'éloquence et de poésie des hautes et fières montagnes de Norvège, des terribles tempêtes qui les ébranlent, des torrents écumeux qui se précipitent de leur cime et roulent vers la mer avec un fracas qui ressemble tantôt au tonnerre, tantôt au son d'un orgue puissant. Il décrivit les efforts des saumons quand ils bondissent en remontant les torrents. Puis il compta par le menu
ce qui se passe aux joyeuses fêtes qui se donnent sur la glace transparente. Comme on y danse, on y saute. Les garçons tenant des torches et les brandissant en cadence. Les poissons effarés voyant ce sabbat se blottissent au fond de la mer. Après le repas, on se mit en cercle pour voir danser les princesses. Dieu, quel ravissant spectacle! Elles exécutèrent des rondes, des pas de caractère. Elles bondissaient légères comme des plumes. Elles remuaient bras et jambes avec une telle prestesse qu'on en avait comme le vertige. C'était un ballet tel qu'on n'en avait jamais vu dans aucune cour des empereurs et des rois de la terre. Le cheval des morts, qui était toujours un peu porté à la tristesse, trouva le spectacle trop joyeux pour lui et demanda la permission de se retirer. « Ah, psst !» s'écria le vieux gnome. « En voilà, j'espère, des pirouettes. Quand je m'ennuierai là-bas en Norvège, je prierai mes bruits de m'égayer par leur rigoureux. Mais ça veut-elle faire autre chose que de tourner comme un tourbillon? Tu vas en juger par toi-même, dit le roi des zones. Allons, mesdemoiselles, montrez chacune ce dont vous êtes capables. » La plus jeune s'avança. Elle était mince, délicate, on aurait dit une statuette en clair de lune cristallisée, et avec cela animée comme des vifs argents. Elle mit dans sa bouche un petit copeau levé d'un aune. Elle avait disparu, elle était devenue invisible. « C'est bien précieux ce don-là, dit le vieux gnome, pour ceux qui en sont doués. Mais un mari ne doit pas tenir à ce que sa femme s'évanouisse ainsi dans les airs, quand par exemple il veut la corriger. Certes, cela ne conviendra pas à mes fils, qui aimeront naturellement à donner de loi en loi quelques taloches à leurs femmes. » La seconde des princesses, en comptant à rebours le nombre de leurs années, s'avança. Elle avait une ombre, chose presque unique dans le monde des esprits. Aussi parut-elle en être trop fière. La troisième était d'une bonne pâte. Elle avait appris chez la reine des tourbières à brasser une bière exquise. Elle savait aussi apprêter les racines des aunes et des pins et les servir piqués artistiquement avec des verres luisants. « Ce sera une bonne femme de ménage, » dit le vieux roi. « Mais mes fils boivent et mangent déjà assez comme cela, sans qu'il y ait besoin de les exciter encore par de telles friandises. » La quatrième approcha, portant une jolie harpe d'or. Dès qu'elle en tira un son, tout le monde leva une jambe. Les trois gnomes scènes de gauche, toute leur race gauchère de naissance. Elle continua à jouer et tous, poussés par une force magique, se levèrent et se mirent à danser et à trépigner. « Assez, assez !» cria le vieux gnome, « que je perde ma couronne si jamais je laisse épouser à mes fils une pareille gaillarde qui vous mène par les pieds. Et toi, que sais-tu, ma mignonne ?» dit-il à la cinquième qui s'avançait toute câline. « Moi, dit-elle, j'ai appris à aimer la Norvège, et je n'épouserai que celui qui m'emmènera dans ce pays de mes rêves. » Ces paroles enchantèrent le vieux de Dovre, mais la plus jeune sœur, se glissant derrière son trône, lui murmura à l'oreille. Ce qu'elle en dit, c'est parce qu'elle a lu quelque part qu'à la fin du monde, les monts de la Norvège émergeront du chaos, et qu'elle espère s'y réfugier et ne pas périr. « Oh oh, c'est du pur égoïsme, » dit le vieux. « Voyons la dernière. »« Il y en a encore deux, » dit le roi des zones, « et la sixième doit paraître avant celle qui la suit. » Mais la sixième faisait des manières pour se montrer. « Moi, je ne sais te dire la vérité aux gens, » dit-elle. « Je ne suis donc utile à rien. Aussi, que fais-je? Je taille et je couds des vêtements pour les petits-enfants des hommes que mon père nous amène parfois, et je leur confectionne des jouets. » Arriva la septième et dernière, c'est-à-dire l'aînée. Que savait-elle? Oh, elle avait un bien beau dos. Elle pouvait dire des contes toute la journée et toute la nuit sans s'arrêter, et sur tous les sujets donnés. « Voilà mes 5 doigts, » dit le vieux gnome. « Raconte-moi quelque chose sur chacun d'eux. »
La malicieuse, elle saisit aussitôt celui des doigts qui était entouré d'un anneau d'or, et elle allait commencer l'histoire de la bade, lorsque le vieux monarque « Tiens, prends l'anneau, dit-il, je veux que tu sois ma femme. L'hiver, tu nous régaleras de tes contes, quand nous serons dans nos cavernes de Norvège, assises autour des tables en cristal de roche, et que nous boirons de l'hydromel dans les grandes cornes d'or, au lever des tombeaux où reposent les rois des humains. Et quand tu seras fatigué, la reine des Ondines qui vient souvent en visite nous réjouira de ses chants. Oui, nous mènerons une vie de gaieté et de liesse. Mais où sont donc mes deux garnements? Ils avaient quitté la compagnie pour continuer leur grosse farce. Ils étaient en train de souffler les pauvres feux follets qui s'étaient si gentiment offerts pour animer la fête. « Allons, polissons que vous êtes, dit le père, approchez et choisissez chacun une des princesses pour épouse. Tâchez de choisir aussi bien que moi. » Mais ils déclarèrent que les filles du roi des zones leur paraissaient des mijaurées, et qu'ils préféraient se marier avec quelques bonnes grosses gnomesses de leur pays qui ne mépriseraient pas leurs manières. Personne n'insista, et ils se mirent à vider des tonneaux d'hydromel et à porter des toasts jusqu'à ce qu'ils roulassent sous la table. Pendant ce temps, le vieux de Dovre danse un rigodon avec sa belle fiancée, et à un moment, il la mit tout entière dans une de ses grandes bottes fourrées. Il la porta en triomphe et demanda ensuite au roi des zones de les bénir. Voilà le coq qui chante, cette fille à la vieille princesse, la gouvernante, qui ne perdait pas la tête dans tout ce brouhaha. Fermons vite les volets pour que pas un filet de la lumière du soleil ne pénètre ici. Vous ne tenez pas à être malade pendant 100 ans, n'est-ce pas? Et en effet, le palais fut clos hermétiquement. Les deux lézards qui avaient entrevu une partie de la fête s'entretenaient de toutes ces magnificences. Le vieux gnome leur avait beaucoup plu. Le ver de terre préférait les fils. Voilà ce que c'est pourtant quand on est privé de la vue. Il est vrai que parmi ceux qui ont des yeux, beaucoup jugent tout aussi mal.